La configuration actuelle d'une baie ne représente qu'un stade particulier de sa lente évolution géologique, souvent marquée au cours des derniers siècles par d'importantes interventions humaines. Ainsi en est-il de la baie du Mont Saint-Michel, située au nord-ouest de la France, au fond du golfe normand-breton. Pour reconstituer l'histoire d'un tel milieu, des recherches multiples et approfondies sont nécessaires. Les rares affleurements font l'objet de levées et d'échantillonnages précis. Des sondages variés sont exécutés, en carotte continue parfois. Ces sondages identifient la succession verticale des strates permettant de déterminer l'âge et la nature des anciens milieux de dépôt ou paléo-environnement. Sur place, on procède aux premières observations. Une coupe géologique préliminaire est établie. Diverses analyses sont ensuite réalisées en laboratoire, notamment des datations absolues obtenues par dosage du carbone radioactif. Des datations relatives sont également faites par analyse polynique. La synthèse historique que nous proposons pour la baie du Mont Saint-Michel couvre les 20 derniers millénaires. Elle se base principalement sur l'étude d'une soixantaine de sondages. Il y a environ 20 000 ans, la région évoluait en pleine période froide, sous climat périglaciaire. Les paysages ressemblaient aux paysages actuels du nord de la Norvège ou de la Finlande. On y rencontrait ce type de surface pierreuse à îlots de végétation qui servaient de maigre pâture aux rennes, des dépôts de pente alimentés par la fragmentation du gel et par les coulées de solifluxion du dégel, des tourbières et de vastes toundras, bruyères et graminées, des bois de pins et de bouleaux, le tout sillonné de puissantes rivières qui, à la belle saison, charriaient des masses considérables d'alluvions grossières. À cette époque, le glacier scandinave recouvrait une partie de la Grande-Bretagne et de la mer du Nord. D'énormes volumes d'eau étaient alors bloqués sous forme de glace dans les régions polaires, de telle sorte que le niveau marin se trouvait à une centaine de mètres sous son niveau actuel. La mer de la Manche n'existait pas. La ligne de rivage s'étendait de la pointe de Bretagne à la Cornouaille britannique. À l'est de la baie, quelques témoins de cette époque antéholocène ont été retrouvés, principalement près d'Avranches, à Saint-Jean-le-Thomas et à Genêt. Près d'Avranches, sur la rive droite de la Sélune, on rencontre des alluvions fluviatiles grossières disposées en terrasses. La dimension des constituants témoigne d'un débit torrentiel sans commune mesure avec les faibles débits actuels sous climat tempéré. Plus au nord, au pied de la falaise de Saint-Jean-le-Thomas, s'observent d'anciennes coulées pierreuses et boueuses. L'hétérogénéité et l'angulosité du matériel caillouteux traduisent l'absence de transport, tandis que les limons interstratifiés résultent en majeure partie d'apports éoliens. À Genêt, les sables, exploités dans plusieurs carrières, sont d'anciennes accumulations dunaires. Soulignés par des dépôts ferriques, on distingue clairement les feuillets obliques mis en place par le vent et organisés en unités successives superposées. L'horizon noirâtre, visible au bas de la coupe, correspond à un paléosol du Tardiglaciaire. À la fin de la période glaciaire, le réchauffement progressif du climat entraîne la fusion des glaces polaires et, par conséquent,
l'élévation du niveau marin. Peu à peu, la Manche se dessine, c'est la transgression flandrienne. Au début de l'Holocène, à l'intérieur du golfe normand-breton, là où va apparaître la baie du Mont-Saint-Michel, la région est encore continentale. Des collines massives dominent une vaste plateforme inclinée.
À l'intérieur de la baie, par contre, les falaises baignées par la mer il y a 8000 ans se raccordent désormais à une vaste plaine maritime de 3 à 7 km de large, résultat de l'accumulation des tangues fines déposées marée après marée. C'est dans ce cadre naturel, durant le dernier millénaire et surtout les 2 derniers siècles, que s'est exercée l'action de l'homme. Certaines interventions ont été sans influence géologique, comme la construction de la célèbre abbaye du Mont-Saint-Michel, dont cette maquette représente une étape au XIe siècle. Au XVIIIe siècle, on remarque que la flèche n'est pas encore édifiée. D'autres aménagements, en revanche, ont été lourds de conséquences sur la configuration actuelle de la baie. Ainsi, à l'ouest, dès le XIe siècle, un duc de Bretagne construisit une digue pour renforcer le cordon littoral protégeant les marais de Dole. Plantée de peupliers, cette défense frontale se détache encore nettement aujourd'hui. Plus tard, pour assurer la mise en valeur des marais, les rivières sont canalisées. Un réseau de drainage, souligné par les rideaux d'arbres, est mis en place. Mais c'est à l'est que les interventions furent les plus marquantes, le développement des herbus invitant à leur mise en valeur. Au milieu du XVIIIe siècle, une première concession est accordée aux abords du Mont-Saint-Michel. Les premiers travaux de poldérisation se soldent par un échec. En effet, des digues sont construites, mais les rivières non canalisées divaguent. Elles sapent les berges et détruisent les enclos. En 1856, une nouvelle concession est accordée. Le Couesnon est canalisé. La digue de Rochetorin est construite pour retenir la Sélune vers le nord. Cette entreprise réussit car on a compris que la poldérisation implique le contrôle du cours des rivières. Le mont est ensuite relié à la terre ferme par une digue insubmersible. Les herbus se développent, de petites rivières sont déviées et les polders progressent régulièrement. En 1966, on achève les aménagements par un barrage implanté sur le Couesnon. Au total, 50 km de digues, faites d'un corps de tangues pilonnées et d'un revêtement de pierres sèches, ont été construites. Elles ont permis la conquête de 2800 hectares de polders, donnant à la baie son actuelle configuration. On reconnaît ici le canal du Couesnon et son barrage, la digue insubmersible qui primitivement supportait une ligne de chemin de fer, la digue de Rochetorin partiellement ensablée, et les vastes étendues de polders. Localement, des alignements de pierres témoignent encore de certains revers.
Ici, dans l'anse de Cancale, les vestiges de l'ancien polder des Nielles, détruit par les tempêtes de 1922. Poursuivant ses objectifs économiques, l'homme ne s'est pas arrêté à la ligne de rivage. Il a introduit et développé dans la baie l'ostréiculture et la mytiliculture. En atténuant l'énergie des vagues et des courants, en contribuant à la floculation des suspensions, parcs à huîtres et bouchots à moules favorisent les processus d'envasement et de colmatage. Ainsi, après une lente évolution naturelle de plusieurs millénaires, l'homme a-t-il favorisé et accéléré par ses travaux le comblement de cette baie et transformé en milieu aménagé et construit d'immenses espaces façonnés par la mer. Les objectifs visant à conquérir des terres ont été atteints, mais le Mont Saint-Michel, cible des endiguements depuis plus d'un siècle, est maintenant menacé d'ensablement. Désormais, la sauvegarde de son insularité est devenue la principale préoccupation humaine de la baie, dont nous venons de parcourir 20 000 ans d'histoire.